et se donner les moyens de son rêve. Si tu as envie d'être numéro 1 mondial, à un moment, il faut bosser. Moi, je ne connais pas un seul champion qui a dit « Ah, mais quel bol! J'ai rien foutu, j'ai fait juste le talent. » T'as déjà entendu ça, toi ? Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Richard, qui est le président fondateur de WeCare. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast, que tu es entrepreneur, tu as monté tout le groupe WeCare. Je sais que les débuts, tu me l'as dit off record, n'étaient pas si simples. Alors, est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient ? La petite question. On ne naît pas entrepreneur, on le devient obligatoirement parce qu'en fait, c'est à un moment, on est tiraillé par cette envie et on va prendre le risque de. Parce que je pense que c'est ça qui différencie fondamentalement les entrepreneurs des managers, c'est la prise de risque. Mmh. C'est la prise de risque qui fait que je vais prendre le risque d'engager de l'argent, d'engager du temps, d'engager ma réputation, d'engager ma visibilité, d'engager ce que je suis. Aussi. Ma vie, absolument, parce que c'est aussi ma vie personnelle, ma vie de famille. Je vais prendre ce risque-là. Parce que c'est aussi notre image, en fait, qu'on met en jeu, parce que on n'est pas caché derrière quelqu'un, on passe devant quand on devient entrepreneur aussi. Donc voilà, donc c'est cette notion de risque, je pense, qui est hyper importante dans l'entrepreneuriat. T'as quel âge quand tu crées WeCare environ ? T'as une petite trentaine, j'imagine ? Alors la première entreprise du groupe, qui est O2, on l'a créée en fin 99. D'accord. Donc fin 99, j'ai 26 ans. Ouais, t'es très jeune. Okay. De toute façon, j'ai fait des études, parce que comme j'avais cette volonté de créer une entreprise, j'ai fait des études pour. Donc, j'ai fait une école de commerce. Je suis sorti de l'école de commerce. Je ne suis pas né dans une famille ultra fortunée. Donc, il a fallu que je commence à bosser pour avoir l'argent pour lancer ma boîte, pour avoir aussi un petit peu d'expérience. Donc, j'ai bossé pendant 3 ans à la Française des Jeux en sortant d'école de commerce. Et puis après, j'ai lancé ma boîte fin 99 avec 2 associés. Donc, c'était une plateforme Internet de service à la personne, donc de service à domicile. Et très vite, on a rencontré une autre boîte qui s'appelait Unipol, qui, elle, existait à Lille et qui était une boîte dans l'économie réelle, qui avait une agence, un centre d'appel physique, en fait, des trucs de la vraie vie. Et comme le modèle économique qui devait tout révolutionner, à l'époque, c'était le click and mortar, l'alliance du web et de l'économie réelle, on s'est dit, nous, at home, on est le web, Unipol, c'est le mortar, c'est l'économie réelle, on va s'associer et on a pris le nom O2. D'accord. Et le temps qu'on se mette d'accord sur le nom, sur le business plan, sur le plan de développement, sur la répartition des parts, la répartition des rôles entre les associés, on est arrivé en avril 2000 avec un projet parfaitement ficelé. Tu nous as donné au début la vision de d'où t'en es avec cette vision mondiale, mais les débuts, ils sont rarement simples quand même. Non, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais que tu dis ça, on voit toute l'adversité que ça a dû drainer dans ces années, quoi. Ouais, et puis on a dû aussi faire 2 pivots. Le premier, c'est qu'on a compris qu'il était plus pertinent, plutôt que d'essayer d'être bon sur une ville dans 80 services, et proposer 80 services dans une ville, on s'est dit, il est peut-être plus pertinent de proposer un service, mais dans 80 villes. Et donc, on est passé de 80 services à un service qui était l'entretien de la maison. C'était le premier, alors l'entretien de la maison, ça a été le fondateur. D'accord. Ménage, repassage. Pourquoi celui-là d'ailleurs ? Pourquoi tu es parti sur celui-là ? Tu te disais il y avait un besoin plus fort. Parce que c'est là où il y a le plus de récurrence. D'accord. Et c'est là où on peut créer le plus de valeur, parce que c'est là où il y a le plus de création d'emplois aussi. Et deuxième grand mouvement, on passe de concepteur à distributeur, où on détermine des cahiers des charges qu'on confie derrière à des sous-traitants, à opérateur. On devient nous-mêmes opérateur du service. Okay. Et donc, on opère ces changements 2001-2002. À partir de 2004, on a un modèle qui tient la route, viable, et on va commencer à le dupliquer. Donc en 2005, on lève de l'argent auprès de ce qu'on appelle du love money. Oui, ça j'ai fait, je connais. Les premiers fans. L'argent de l'amour. Oui. Et donc, première levée de fonds auprès des amis et de la famille. On lève 140 000 €, qui nous permet d'aller chercher 225 000 auprès des banques. Et avec ça, on ouvre 20 nouvelles agences sur le début de l'année 2006.
Et fin 2006, là, on fait une deuxième levée de fonds, cette fois auprès d'un fonds d'investissement beaucoup plus classique. Et là, on va lever 3 millions d'euros, ce qui nous permet d'ouvrir 63 nouvelles agences début 2007 et de finir l'année 2007 avec 93 agences sur le territoire. Voilà, ce qu'on se dit, c'est, voilà, avec mes associés, on a 30 collaborateurs, on a fait 250 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Le leader mondial fait 3,5 milliards de dollars. Notre objectif, c'est d'être leader mondial et de le détrôner. Donc on se dit ça, encouragé par une philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui nous chantait à l'époque « Viser la lune, ça me fait pas peur ». Ben nous, on s'est dit « Même pas peur ». Très bonne chanson, félicité Amel. Donc voilà, l'objectif, devenir numéro 1 mondial, ce sont des métiers où on peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens. Toi, dans notre raison d'être, mieux grandir, mieux vivre, mieux vieillir. Donc, c'est tout ce qui va contribuer à permettre à un enfant de mieux grandir. Donc, c'est pas, on ne fait pas uniquement de la garde d'enfants. On n'est pas uniquement sur le accompagnement de l'enfant. Mais aussi on est sur le devoirs. Mieux grandir. Mieux grandir, c'est dire quoi ? C'est-à-dire que la garde d'enfant, la base de la garde, c'est... Tiens, hop, j'ai mon portable. Est-ce que tu peux me le garder ? Si je te demande de me le garder, à la fin, j'espère que tu me le rendras dans le même état que celui dans lequel je te l'ai confié. C'est le principe même de la garde. Ça peut paraître basique, mais on est quasiment un des seuls acteurs, à te garantir que nos salariés ont eu une formation à la prévention en gestes de premier secours, ce qui nous permet d'essayer de te garantir, de mettre en tout cas tous les moyens en œuvre pour que ton enfant, on te le rende à minimum dans le même état. Mais notre ambition, c'est pas juste de faire de la garde d'enfant, c'est de contribuer au mieux grandir. Donc mieux grandir, c'est dire que je vais l'accompagner dans son éveil et son développement. Et pour ça, on a développé des méthodes avec des supports pour accompagner les enfants. Toute la question et tout ce qu'on doit réussir à amener, c'est que, et ça c'est vraiment c'est mon combat, c'est bien faire comprendre que si on veut améliorer notre qualité de vie, tout faire par soi-même n'est pas la bonne solution, que aimer n'est pas suffisant pour aider, et que faire appel à des professionnels dans ces services, ça a énormément de sens. Et je vais illustrer mes propos. On pense tous que parce qu'on aime le plus nos enfants, parce qu'on aime le plus nos parents âgés, c'est à nous de nous en occuper et de passer du temps, de passer tout le temps maximum avec eux. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'avoir pour soi une bonne qualité de vie et pour eux d'avoir la meilleure qualité de vie et les meilleurs services ? Est-ce que par exemple, parce que j'aime le plus ma maman âgée, je sais comment prévenir les escarres, je sais comment la porter sans lui faire mal, sans me faire mal. Même si je sais comment faire sa toilette intime, est-ce que c'est à moi de lui faire sa toilette intime ? En plus, c'est super dur émotionnel. Il y a toute la charge aussi qui va avec, en plus en t'écoutant. Bien évidemment. Hein. Est-ce que c'est pas psychologiquement destructeur que de devenir le parent de ses parents ? Est-ce que c'est à nous d'aller faire la toilette intime de nos parents âgés ? Je ne pense pas. Mais en fait, en réalité, quand tu prends du recul et que tu y penses un peu, tu dis, est-ce que c'est pas mieux que ce soit des professionnels qui vont les accompagner et moi, en fait, je vais garder tout le côté affectif. Moi, je vais garder le aimer. Et je vais confier le aider à des professionnels. L'aidance, c'est pour des pros. L'aimance, c'est pour des proches. Guillaume, la toute dernière question. Qu'est-ce que toi, tu as appris sur toi ? Et puis le conseil que tu donnerais à quelqu'un de la jeune génération qui se lance en entrepreneur ? Il faut savoir exactement ce que l'on veut. Est-ce que tu as envie d'être le roi de ton village, le roi de ton département, le roi de ton pays, le roi de ton continent ou le roi du monde ? Et en fait, en fonction, tu vas pas faire les mêmes choix. Est-ce que tu as envie que ton camion à pizza, ça soit le camion à pizza de ta bourgade et que ça soit le point pizza de ta bourgade
de 1500 habitants, ou est-ce que tu as envie de faire Pizza Hut au niveau mondial? Donc ça, c'est dream big. Tu dis comme Frédéric Mazzella. Je dis pas du tout dream big. Je dis know what you want to do. D'accord. Mais il y a l'activité d'abord. Il faut d'abord savoir ce que tu as envie de faire. Oui, il y a ton activité. Et savoir ce que tu as envie de faire. Et je ne dis pas que vouloir être Pizza Hut, le leader mondial de la pizza, et mieux que l'artisan pizzaiolo. C'est pas le même métier en plus. Hein. C'est pas mieux. C'est différent. Chacun a le droit d'avoir ce que je veux dire, son rêve. Et moi, je ne critiquerai jamais un entrepreneur qui a le rêve qui est juste celui de faire la meilleure pizza de son village et que ça lui convient très bien et qu'il n'a pas envie d'être le numéro 1 mondial. Et moi, je le comprends parfaitement. Donc, on peut rêver très grand, mais déterminer le projet et après, le savoir pourquoi on veut le faire. Parce qu'il y aura des moments incroyablement euphorisants et des moments de détresse très durs. Et gérer les montagnes russes émotionnelles que l'on a quand on est chef d'entreprise, c'est obligatoirement compliqué. Et la résilience que l'on a besoin dans les moments où on est au fond du trou, elle est importante. Et donc, il faut savoir pourquoi on fait les choses, quel est notre objectif, et avec un conseil qui est de toujours regarder au loin. Regarder au loin devant soi quand on est tout en haut et on constate tout ce qu'on a encore à accomplir. Et donc, normalement, ça doit faire baisser le melon et baisser le niveau. Et au contraire, quand on est au fond du trou, regarder au loin, mais pas devant, mais derrière soi, et regarder tout ce qu'on a accompli et se dire, OK, on n'a peut-être pas tout réussi, mais on a quand même fait pas mal de choses pas mal. Et voilà. Et donc, j'ai peut-être pas tout réussi, j'ai fait un certain nombre de choses bien et j'ai encore des choses à accomplir. Et donc voilà, ça doit remonter le moral et faire en sorte de lisser ces montagnes russes émotionnelles. Merci beaucoup Guillaume, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast autour de l'entrepreneuriat, du lien aux autres, ça a été sur la société aussi, donc merci beaucoup à toi. Avec plaisir.